Les baladeurs, récits d'aventures et de mésaventures en pleine nature. Une série audio du magazine Les Others. Attention, le départ est imminent. Pour toucher du doigt les étoiles, le désert d'Atacama est un lieu de choix, là où l'absence de pollution lumineuse, l'altitude et le faible taux d'humidité offrent à ceux qui s'y trouvent le ciel le plus pur au monde. C'est sur cette terre chilienne, hostile et vide, entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes, qu'une multitude d'observatoires astronomiques ont été construits. Des machines immenses, prouesses de technologie et de science, qui cherchent dans le ciel les réponses à nos questions les plus profondes. Dans le cadre de ses études d'architecture, Aude Windeck a pu visiter ces observatoires habituellement fermés au public et par la même occasion découvrir les constellations, la Voie lactée et la sensation d'infini. Le désert d'Atacama, c'est quelque chose qui a une grandeur qui nous dépasse tout de suite. J'ai l'impression, on sent qu'il y a une tension en fait énorme entre plusieurs forces qu'on ne peut pas détenir, qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas humaines en fait. Et c'est une perception tout de suite de chaos. Donc déjà par sa construction géographique, c'est vraiment deux plaques tectoniques qui se rencontrent et qui créent en fait la cordillère des Andes. Il y a des parties souterraines de la Terre qui font surface, en fait, à cet endroit-là. On a cette image très douce, entre guillemets, du désert, où tu as une forme de sensualité des dunes, un peu arrondie, avec le sable qui coule presque, et les chameaux qui marchent sur les hauts des dunes. Et c'est vrai que dans le désert d'Atacama, c'est pas du tout l'image que t'as. T'as l'image d'un sol qui rencontre un autre sol qui est vertical cette fois et qui se confronte et qui crée en fait des montagnes qui vont chercher à s'évader entre guillemets, qui vont monter vers les cieux. Mais c'est vraiment ça, un paysage de violence et c'est pas l'image en tout cas que moi j'avais du désert avec ce sable ultra volatile. Oui, il y a des dunes à certains endroits, ça c'est une certitude et on en a vu, mais c'est pas l'image que je garde de ce désert-là. Ce voyage est venu jusqu'à moi quand il a fallu, lors de mon cursus en école d'architecture, que je choisisse en fait une thématique sur laquelle je pouvais travailler en 5e année. Et donc, certains professeurs nous proposaient un certain nombre de thématiques. Parmi ces thématiques, il y avait celle du coup d'Atacama aux frontières de la physique. Du coup, c'est au tout début du projet, il a plus formulé en fait ses attentes. On serait en fait en binôme ou en trinôme par site, parce qu'il y a plusieurs sites d'observatoires, et chaque étudiant aurait son télescope à étudier dans son fonctionnement, redessiner les plans, chercher des informations scientifiques, etc. Et en plus de ça, on aurait chacun un phénomène physique à étudier qui correspondait plus ou moins au site qu'on étudiait. Et donc, j'étais avec une amie qui était ma binôme et on avait la responsabilité d'étudier les ondes. Donc, les ondes, c'est assez diverses et toutes les deux, on avait une spécificité d'ondes à étudier. Moi, j'avais les ondes sismiques et ma camarade avait les ondes sonores. Et ce qui était intéressant, c'était de comprendre que on pouvait écouter le ciel en observant les variations lumineuses des étoiles. Donc on comprenait en fait les transmissions sonores et les transmissions lumineuses. Donc on était
une douzaine de jeunes avec 2 professeurs encadrants et une fille de notre promotion qui servait de médiateur et d'opérateur technique. Quand on arrive, il y a un itinéraire plus ou moins construit, c'est-à-dire qu'on a étudié 5 sites et on voulait visiter les 5 sites. Donc les 5 sites sont répartis à peu près dans l'entièreté du désert. Donc on partait du nord du désert, donc San Pedro de Atacama, qui est quand même une ville assez fabuleuse et qui est un point de départ pour quasiment tous les aventuriers du désert, je pense quasiment. En tout cas, c'est vraiment une ville assez cosmopolite, étrangement. Et donc on savait qu'à partir de ce point-là, il fallait qu'on rejoigne les 5 sites. On prend 2 voitures, à peu près 6 places chacune, pour bouger en fait entre les lieux, en dormant à chaque fois au plus près des observatoires. Chaque observatoire a ses spécificités dues à à l'observation qu'il a du ciel, aux divers appareils qu'il contient, etc. La plupart du temps, ils ont plutôt la forme de champignons, on va dire. Ils sont circulaires de base et en haut, il y a cet énorme dôme de tôle qui s'ouvre pour laisser pénétrer la lumière du ciel la nuit vers les miroirs. Il y a cette image ultra classique qu'on a des observatoires. Pour décrire les formes sont assez simples de manière générale, c'est des formes scientifiques, donc on ne va pas se perdre dans des arabesques ou je ne saurais quoi dire, mais et la taille varie. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'autrefois on n'avait pas les moyens scientifiques et industriels de créer des observatoires très grands. Donc on construisait des observatoires qui avaient des diamètres d'à peu près 6, 10 mètres, 15 mètres, mais encore je parle de l'observatoire, la construction au maximum, sachant que les miroirs faisaient entre 6 mètres et 2 mètres et 6 mètres, je pense, de diamètre. Mais c'est vrai que maintenant, on crée des miroirs qui ont des formes beaucoup plus complexes et qui sont souvent composés de facettes comme les yeux d'une mouche, en fait, et qui permettent ainsi de mieux observer le ciel. Donc, on va chercher à atteindre des grandeurs beaucoup plus conséquentes. En ce moment, en construction, il y a des miroirs de diamètre à peu près 20 mètres, 22 mètres, donc c'est énorme. Et il y a certains télescopes qui vont fonctionner aussi en réseau à travers la planète. Donc, malgré le fait que la planète tourne sur elle-même, avec la petite portion du ciel que chaque télescope pourra regarder dans le coin du ciel, et on pourra suivre un astre, par exemple, pendant un tour complet de la Terre. Donc on a les moyens d'avoir des observations de plus en plus grandes par une mise en réseau, mais aussi sur une temporalité plus large. Premier objectif, c'est s'adapter avant tout à la vie dans le désert, à la vie sur ce plateau, enfin le premier endroit où on était, qui était déjà à 1500 mètres d'altitude. Donc déjà, récupérer du voyage qui est assez long, s'adapter un peu à la vie, à l'altitude, à la chaleur et au froid la nuit. Et ensuite, premier objectif, c'est le seul objectif physique qu'on avait, qui était de monter à l'observatoire de Alma, qui se situe à 5050 mètres d'altitude à peu près. Donc on nous prête un bus, en fait c'est l'observatoire qui a son bus, comme pour les scientifiques quand ils montent pour réparer quelque chose ou aller voir si tout se passe bien, etc. Il y a un bus qui fait des allers-retours et c'est vrai que il y a déjà des indices pour nous dire que en fait, c'est un peu plus costaud que ce qu'on pensait, parce que c'est vrai qu'au moment de s'asseoir, on regarde vers le conducteur qui n'est pas encore là. Et là, je vois derrière le siège 2 bouteilles d'oxygène. Je me dis,
À quoi ça sert ça? C'est quand même bizarre. Bon, bah voilà. Et puis à ce moment-là, on nous distribue une bouteille d'oxygène. On nous dit vous avez 50 respirations approximativement. Vous débrouillez. Normalement, vous n'en avez pas trop besoin, mais sait-on jamais. Et c'est vrai que quand tu vois le conducteur qui a sa bouteille, que toi tu as ça, 50 respirations, tu te dis en 1 minute combien de respirations je fais. Donc là, tu fais vite faire un petit calcul où tu dis ok, c'est vraiment pas suffisant. Et c'est vrai que c'est assez perturbant parce que je suis assise dans le bus et j'ai l'impression d'être vraiment contre mon siège un peu. J'arrive plus trop à bouger et puis j'ai envie de dormir et puis tout me fatigue et puis 1 heure et demie de montée, je pense. C'est quand même très rapide pour prendre à peu près 4000 mètres d'altitude, ce qui est beaucoup trop, il me semble. C'est pas comme un alpiniste où quand il monte, en plus de l'effort physique qu'il fait, il va faire des paliers pour essayer de compenser ce manque-là et continuer à pouvoir fournir son effort physique. Et là, pour le coup, non. Puis le paysage continue et tu sais pas ce qu'il y a en haut. Et t'as pas conscience en fait du paysage qu'il y a en haut aussi. C'était le premier observatoire qu'on allait vraiment visiter. Et surtout, c'est un observatoire électromagnétique, donc très particulier dans son développement et dans son traitement. C'est un observatoire qui va pas regarder, contrairement aux observatoires optiques. Là, l'observatoire d'Alma, il est constitué d'à peu près 66 antennes qui vont envoyer en fait des ondes et à capter les ondes qui viennent de l'espace pour comprendre comment il est constitué et observer des étoiles, par exemple les vibrations des étoiles, les étoiles vibrent. On va être capable de définir leur état, leur composition, etc. Donc c'est un observatoire qui est assez intéressant parce que il est capable d'observer de jour et de nuit. Et c'est un traitement qui est très scientifique et informatique en fait des données parce que contrairement aux observatoires optiques, t'as pas d'image en fait directe. Tu t'observes pas de manière directe quelque chose. Le bus s'arrête sur le parking. Là, tu vois, je vois des antennes qui font 20 mètres de haut, 25 mètres de haut. C'est déjà conséquent, mais c'est vrai que c'est des machines relativement petites, entre guillemets, pour observer le ciel, mais c'est la multitude qui en fait la force. Et à côté, tu as une petite base de vie qui est à air pressurisé pour que les scientifiques puissent respirer librement. Donc le bus s'arrête. Puis là, faut se lever, faut sortir et on nous dit allez-y doucement quand même. Alors, on est jeunes, on n'a pas envie d'aller doucement, mais c'est vrai que je me lève une première fois et là, je sens vraiment le poids quand même du manque d'air, comme si mes poumons étaient compressés et qu'ils ne pouvaient plus s'ouvrir. Et là, je me rassois et je me dis ok, on va y aller doucement quand même. J'ai envie de profiter de cet instant, d'observer, de voir. C'est une fois dans une vie, donc doucement et on profite et on se saisit de tout. Il n'y a pas d'horizon, quasiment pas, parce que tu es dans une sorte de cuvette, du coup, entourée de sommets. Et en fait, du coup, la forme de la cuvette aussi aide à mieux capter les signaux, etc. Ton esprit sait que tu es à 5000, mais tu le vois pas. Tu vois pas le vide, tu vois pas... Il n'y a pas de question de vertige, il n'y a rien de tout ça. Tous ces observatoires ont été conçus par et pour des scientifiques. Chaque élément dans la structure a un but précis, que ce soit soutenir un énorme télescope ou pour le protéger du vent, le protéger des séismes. Et tout ça, en fait, assemblé parce que c'est pratique, parce que c'est simple, parce que c'est efficace, se retrouve embelli.
par aussi l'environnement en fait, qui participe, je pense, pleinement à entre la praticité et la beauté. L'échelle est quand même la limite est assez faible, et le désert est un bel écrin pour ces objets en fait de technologie. Comme une des filles avait fait un malaise, faisait un mal des montagnes, en fait, tout simplement. Quand t'as le mal des montagnes, souvent, ça se transcrit par un malaise, quand même. Elle s'évanouissait quand même constamment. Et en fait, fallait descendre tout de suite. On est remonté dans le bus. Et l'optique était quand même que tout le monde aille bien. Donc, en fait, il faut qu'on rejoigne notre point pour dormir. Et puis, sachant que le lendemain, on allait vers un autre observatoire, vers un autre lieu qui apportait de nouvelles richesses ou de nouveaux éléments dans notre recherche, en fait. On arrive à Paranal en fin de journée. Donc le matin, j'ai quitté du coup avec tout le groupe la ville dans laquelle on dormait. Donc entre du coup San Pedro de Atacama et Antofagasta, donc qui est vraiment la ville en bord d'océan. Il y a vraiment ce phénomène étrange de proximité entre le désert et l'eau, en fait, qui signifie la vie au final, et le désert qui est plutôt un endroit de mort. Et là, on prend la route pour aller à Paranal, qui est une route qui va étonnamment vraiment sillonner le désert entre plusieurs dunes. Et à un moment, il y a vraiment une sorte de pas de doigt. Et là, je m'en rappelle très très bien, on prend à droite. Et on passe dans une sorte de petite vallée de sable, ou un peu avec ces dunes dont on a souvent l'image dans le désert. Et puis un peu sans but aussi, on ne sait pas trop où on va. Et puis soudain, on arrive sur ce promontoire. Et à, je pense, 1 ou 2 kilomètres, on voit les observatoires sur le mont Paranal, enfin le Cerro Paranal, qui resplendissent dans la lumière du jour. Et puis toute la route, tous les souvenirs qu'on a de cette journée, soudain prennent une autre dimension. En plus, c'est le site de l'ESO, donc c'est le site européen, donc presque une impression d'être arrivé entre guillemets à la maison. En tout cas, c'est un des sites où la France a une importance particulière. Et on est sur un petit promontoire, et là, on a ce besoin d'arrêter les voitures qu'on utilisait. On se gare sur un petit parking, un petit dégagement, et puis ça y est, quoi, on y est. Et on écoutait une musique, je me rappelle vraiment plus quelle musique c'est, mais soudain, elle était assez calme, assez envoûtante, et on a besoin de monter le son et de se dire ok, on se rappelle de ce moment-là, puis on descend tous, et vraiment on saisit d'émotion. On est silencieux, il n'y a rien à dire, en fait. C'est beau. Au milieu de ce désert, de toutes ces petites montagnes, de ces dunes, de ce plat, finalement, on arrive face à un élément où tu as la pointe d'une technologie physique qui est développée et spécifiquement pour ce lieu-là. Donc c'est vrai que c'est assez exceptionnel de voir que dans le monde entier, il y a plein de scientifiques qui travaillent sur le même sujet, comment observer les étoiles, et que toutes ces technologies à la pointe qui mettent des années à être développées se retrouvent dans ce lieu où l'être humain n'a finalement pas tellement sa place, mais où la machine la trouve complètement, en fait. Et c'est vraiment étonnant de voir comment ces architectures-là sortent du sol, en fait, pour pointer les cieux, alors que finalement c'est un endroit qui a plutôt tendance à intérioriser ou à conserver en lui, en fait, presque ses blessures, et à rester silencieux, en fait, face au monde. Alors que finalement, c'est un des seuls endroits sur Terre qui pose l'énorme question de
qu'est-ce qu'on fait ici et est-ce qu'il y a d'autres choses. Et c'est très symbolique et c'est très très fort à vivre avec justement sa tôle blanche, grise qui va refléter toute la lumière et avec les éclats un peu de milieu d'après-midi, fin d'après-midi, bah ça prend feu en fait, il y a comme quelque chose qui s'embrase. Du coup, là, on est à Paranal, donc les observatoires sont au sommet du cerro Paranal et la base vie est au pied de ce cerro-là, en fait. Du coup, j'ai passé une nuit dans la base vie de Paranal. C'est une base vie qui a été conçue sur le bord de la montagne et qui est vraiment très long et qui vient s'inscrire et creuser dans la montagne. Et profiter ainsi de l'air frais et ambiant en fait de la Terre. C'est un matériau qui a une mémoire en fait et donc elle est plus fraîche la journée et plus chaude la nuit en fait. C'est un échange de bienfaits thermiques. Alors tu as certains astronomes qui viennent pour leur nuit d'observation, donc ils réservent une nuit et viennent. Et il y en a d'autres qui vivent dans cette base vie-là et qui servent à l'entretien ou qui sont des équipes constantes en fait, qui travaillent là-bas et qui étudient des projets longs, des sujets longs. Et en fait, ils viennent, ils vivent à peu près sur une semaine, ils passent 5 jours sur site et 2 jours au niveau zéro parce que là aussi, en fait, t'es à peu près à 2500 mètres d'altitude. Donc, t'as quand même au bout d'un moment... Il faut, pour le sang, pour les globules rouges, etc., il faut retourner un peu au niveau zéro pour changer, réoxygéner, changer un peu la composition du sang. Et sinon, tu as des risques d'AVC, etc. conséquents. Donc, au bout d'un certain âge, il faut quand même se méfier. Donc, c'est quand même un peu sportif. C'est des gens qui sont très surveillés physiquement. Et là, en fait... j'ai une chambre, on me prête une chambre d'un astronome. Donc c'est une pièce à peu près 8-10 mètres carrés avec une salle de bain, etc. Et déjà partout, tu as des panneaux qui te disent l'eau est précieuse, ne pas gaspiller l'eau, etc. Parce que tu es dans le désert, donc tu dois faire attention. Et ensuite, à côté, tu as des panneaux Darkness is beautiful. Enfin, le noir est beau, protégeons la nuit, etc. Parce que, en fait, les observatoires, du coup, sont ultra sensibles à la lumière, vu que c'est des observatoires optiques. Et ils vont chercher, en fait, à détecter tout ce qui est lumineux dans l'espace et vraiment à photographier, en fait. L'espace, c'est comme un appareil photo gigantesque, en fait. Et du coup, la moindre lumière pourrait être une perturbation pour l'observation. Donc, c'est un bâtiment qui est déjà très fermé, assez intérieur, parce que tu es dans le désert et que tu reconstitues une manière de vivre normale dans un espace qui n'est pas fait pour ton corps. Et en plus, la nuit, tu n'as pas le droit d'allumer la lumière ou quand tu l'allumes, tu dois fermer tes fenêtres. Mais les fenêtres sont toutes petites, c'est vraiment... Dans la chambre que j'ai, tu as... une baie vitrée qui doit faire 60 par 270, je pense. Donc, il va du sol jusqu'au plafond. Et 60 cm, tu passes à peine. Et tu as une autre fenêtre au niveau du plafond qui fait, je pense, 30 cm de large, en fait. Et qui court le long du mur. Donc, tu as très peu d'apport lumineux en journée. Et la nuit, aucun rayon lumineux ne devait sortir du bâtiment. Du coup, la journée, j'avais visité les observatoires. Et là, on propose à tout le monde, en fait, à tout le groupe, de revenir une fois que la nuit est tombée. Et donc là, c'est le moment du départ. Donc vraiment... C'est assez exceptionnel, c'est pas juste je suis au bord de mon feu, j'entends le feu crépiter, je lève la tête, je vois les étoiles. C'est très beau, c'est très fort, mais là, on va voir une grosse machine qui regarde le monde. Et ça, c'est vraiment une grosse excitation.
Alors à ce moment-là, on monte la montagne vraiment. Enfin, c'est une route qui te semble vraiment un peu infinie parce que, enfin, personnellement, j'ai hâte d'être en haut de la montagne, d'aller voir tout ça. En fait, d'aller voir ces machines en fonctionnement. Parce que c'est bien joli de les voir tourner, de visiter, qu'on m'explique comment ça fonctionne. Mais au bout d'un moment, ok, est-ce que ça fonctionne vraiment, quoi? Enfin, à quoi ça sert? Est-ce qu'on voit vraiment des choses dans ces trucs-là? Enfin, donc là, j'arrive au pied de l'observatoire et puis grosse excitation parce que tu te dis, waouh, je vais voir tout ça en fonctionnement. On rentre tout de suite en fait dans la salle d'observation. Donc en fait, c'est des salles informatiques, un peu l'image des salles geeks qu'on a tous avec des milliards d'écrans dans tous les sens, des câbles partout et puis des gens, une forme d'excitation, il y a de l'énergie dans ces salles-là, des écrans qui s'allument, des trucs qui traversent des écrans, on comprend pas bien parce qu'on sait pas ce que c'est, nous on n'est pas experts, on lit pas ces images comme un scientifique peut les lire. Et donc ça, c'est la première étape, la première approche qu'on a, c'est on allume tous ces télescopes, on voit si tout fonctionne, si ce qu'on a réparé dans la journée fonctionne, si les choses s'allument correctement. Ok, celui-là, il s'allume pas bien, donc on ne pourra pas l'utiliser cette nuit-là, tant pis, c'est comme ça. Mais du coup, ça veut dire que demain en journée, on le répare. Donc voilà, du coup, tout le monde s'active parce que dans ces endroits-là, tu vis la nuit et tu dors le jour. Mais donc, tu as des équipes de jour qui vont entretenir un télescope. La nuit, t'observes. Donc, la nuit, tout est fonctionnel. Tout le monde, c'est la journée, en fait. Donc, toi, tu sors de ta journée, tu es un peu fatigué, mais tu es super excité de participer à ça. Et de faire partie de ça au moins une fois dans ta vie, c'est assez exceptionnel. Et après être rentré dans cette salle-là, un scientifique, nous guide, en fait, vers le plateau, là où il y a les télescopes. Donc là, je gravis un petit escalier. Je me rappelle, c'est des lieux qui sont conçus pour la nuit, donc le sol est bien orienté, tu sais où tu dois aller, etc. Personnellement, j'ai un vertige de malade. Et là, on nous a fait aller vers les observatoires par une passerelle à moitié dans le vide, surtout que t'es fatigué de la journée, t'es surexcité d'arriver au point, mais tu sais que t'as ta faiblesse humaine aussi, donc le vertige, c'est pas trop ça, le vide, voilà. Je savais pas si le sol était super bas ou pas, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, toutes les perceptions étaient un peu renversées. Et puis, t'arrives sur la plateforme où tu vois le balai des observatoires qui se met en route, il tourne, on vérifie que tout tourne bien, les portes s'ouvrent, la tête, entre guillemets, du télescope va s'orienter dans le ciel selon le bon angle bien voulu, et puis soudain, quand on est sur la plateforme, on voit 4 lasers d'un télescope qui surgissent comme ça de manière ultra soudaine, comme si... en fait, c'est un peu étonnant comme sensation, t'appuies sur un bouton et t'as les lasers qui montent, en fait. Là, c'est... Le fait de ne pas avoir l'action, j'appuie sur le bouton, j'ai les lasers qui vont vers le ciel, t'as l'impression que c'est une microseconde, mais t'as le temps, ton œil a le temps de se saisir de cette seconde-là et de dire « Ok, c'est allumé ». Et t'as 4 lasers verts, du coup, ils sont plutôt couleur néon, en fait, et qui pointent dans le ciel 4 étoiles, en fait, imaginaires. Parce que c'est ces lasers-là qui vont permettre en fait de créer un repère pour se fixer sur le bon astre. Et comme notre Terre tourne, l'axe bouge tout le temps. Donc essayer de rester concentré sur cette partie-là du ciel qu'on observe. La nuit n'a pas de bruit en fait. Autant dans une forêt, t'entends les criquets, t'entends les arbres qui bougent dans le désert. La nuit a aucun bruit. Les télescopes font du bruit forcément parce qu'ils bougent, parce que c'est de la mécanique, donc il y a des éléments qui font un peu de bruit, mais étonnamment, tout est trop silencieux. Et puis, l'obscurité, l'impression de vivre un moment particulier aussi. Personnellement, je me mets à chuchoter, j'ai pas envie de... Même les rires sont un peu nerveux, t'as envie de faire le moins de bruit possible, d'être le moins perturbant en fait pour l'observation, même si toi, à ton échelle, tu déranges personne, mais juste
le fait de savoir que tu vis un moment historique, t'es ah oui, bon, je me tais et t'intériorises en fait énormément. Le ciel est assez fabuleux parce que du coup, ça faisait quelques jours qu'on était dans le désert et on s'était un peu plus habitué au fait de voir la Voie lactée, voir beaucoup plus d'étoiles, etc. Et du coup, l'œil s'habitue et donc il va plus percevoir les éléments. Il va plus pouvoir déconnecter les taches lumineuses, apprendre quelques repères aussi. Par exemple, on demandait à chaque fois aux astronomes de nous dire et ça, c'est quoi? Et ça, c'est quelle constellation? Donc, tu apprends le sac à charbon, tu apprends voilà, plein d'autres phénomènes qui font que finalement, ce ciel, tu t'en saisis aussi, mais du coup, tu le regardes différemment. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier parce que tu vois le ruban de la Voie lactée qui est presque blanc, en fait, d'où le nom, en fait, tout simplement. Et je perçois des milliers d'étoiles aussi, et quelque chose d'énorme dans lequel tu es tout petit. Et face à à cette beauté immense, parce que de la voûte céleste, c'est quand même un des endroits les plus beaux, aussi du fait qu'on puisse pas l'atteindre au final, ou que ce soit très difficile de l'atteindre et de le connaître. Il y a toutes les notions poétiques et les images en fait qu'on a dans notre cerveau par rapport à ça. Et dans tout ça, t'as ces énormes lasers verts qui montent. Et comme le ciel est un bleu sombre, très obscur, pas réellement noir, que t'as la Voie lactée qui est presque blanche, que t'as les étoiles qui sont entre du jaune, du blanc, du bleu un peu aussi, et t'as ce vert qui apparaît, tout se chamboule, et tu comprends que les lasers pointent vers l'infini. Mes yeux, en tout cas, sont pas capables de dire « Ok, ils se touchent jamais ». Mes yeux, ils les montrent comme se rejoignant un point. Mais mon esprit est quand même capable de concevoir le fait qu'ils sont tout le temps parallèles. Et ça, c'est assez fabuleux. Ouais. À ce moment-là, je me trouve au sommet d'une montagne avec des énormes bâtiments quand même autour de moi qui sont des bâtiments sur lesquels des centaines de personnes ont réfléchi, ont pensé, voire des milliers même, que c'est presque une finalité en fait de notre société d'une certaine manière, enfin du développement de notre société. Et on observe cet inconnu qui est le ciel et la voûte céleste. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui personnellement me fascine depuis toute petite et je pense fascine des milliers de gens. Je me sens vraiment minuscule et presque un sentiment, oui, religieux, on peut le dire comme ça, de l'infini. Que tu sois croyant ou pas, ça reste quand même... pourquoi le monde existe reste une vraie question. Et personnellement, c'est cet endroit-là, on dit souvent que le désert, par son infini, te fait te recentrer sur toi-même. Bah, c'est vraiment ça que tu ressens en étant dans le désert et face à ce ciel exceptionnel, qui est un des plus clairs au monde finalement. Du coup, j'intériorise tout. Tout devient intérieur et t'as cet énorme débat face à toi. Et c'est dur de mettre des mots sur ce que tu ressens parce que... ouais, c'est sentiment d'être minuscule, sentiment d'appartenir aussi à un groupe. Parce que sur Terre, t'es pas un seul, on est des milliards. Et que, en fait, face à toi, il y a aussi il y a l'entièreté de la nature, tout ce qui est planète, l'infini de notre environnement, de l'espace. On connaît pas les frontières de cet espace. Et en fait, c'est assez amusant, c'est que si on n'était pas humain, limité dans notre corps, on verrait à l'infini, on verrait tout ce qu'il y a. En fait, il n'y aurait plus de questions.
Mais comme on est humain, il y a toutes ces questions-là. Et c'est ça qui est en fait super beau dans notre humanité. Et ce qui donne très clairement une forme de vertige, c'est que finalement, la nature humaine fait des choses qui ne sont pas forcément très belles à certains moments, mais aussi par ses limites, elle est sublime. Les Baladeurs, une série audio du magazine Les Others. Signé Thomas Fir et Clément Saccard. Un mixage de Laurie Galigani et une musique originale composée par Nicolas Deferrand. Les Baladeurs reviennent dans 15 jours pour un nouveau récit d'aventure. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les différentes applications d'écoute. À bientôt!